Tribune. 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 Tribune de l'ULB. Un point de vue. Un débat. Martine Picard est médecin oncologue, qui était formée à l'ULB, que son oncologie l'a amenée à se former en Angleterre, aux États-Unis. Je ne vous dirai pas qu'elle est professeure à l'ULB, je ne vous dirai pas qu'elle a plus de 400 publications dans des revues internationales peer review, qu'elle est lauréate de très nombreux prix prestigieux internationaux. Je vous dirai simplement que c'est une personnalité de stature internationale, que notre faculté a beaucoup de chance de pouvoir compter parmi ses enseignants, qu'en dehors de ses qualités médicales et de ses qualités de chercheur qui sont très largement connues, elle a aussi de grandes qualités managériales qui l'ont amené à assumer de grandes responsabilités dans le domaine de l'oncologie, de la recherche oncologique, avec des achievements qu'elle peut tout à fait légitimement considérer qu'elle en a été une des pièces maîtresses. Je pense au Brest International Group, par exemple, dont elle est vraiment un des fondateurs et qui fédère plus de 40 équipes à l'échelle mondiale sur toute une série de projets de recherche dans le domaine du cancer du sein, et qui sont des études qui ont de grandes importances pour les patients cancéreux, particulièrement bien entendu les femmes atteintes de cancer du sein. Elle a dirigé l'EORTC, elle préside actuellement l'European Cancer Organization, et c'est donc une grande chance de la voir aujourd'hui parce qu'elle est une des personnes qui est probablement la plus à même de nous faire percevoir vers quoi on peut aujourd'hui aller, puisqu'on sent qu'on est à un moment particulier dans la recherche dans le domaine de la cancérologie, avec des changements de paradigme qui sont importants et qui ouvrent des périodes enthousiasmantes pour l'avenir. Je ne vous dirai pas qu'elle a été faite baronne par le roi Albert II, en reconnaissance de ses mérites, mais qu'elle est aussi une merveilleuse pianiste, et c'est donc une artiste dans tous les sens du thème que nous accueillons aujourd'hui et qui se doit là. Merci beaucoup Yvon pour cette introduction très élogieuse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et merci d'être là, effectivement, tard le soir, après une longue journée de travail. Lorsque j'ai reçu cette invitation de l'Université libre de Bruxelles de présenter cette conférence, en fait, je n'ai pas réfléchi, j'ai dit oui parce que j'ai vu que c'était pour supporter le Télévis et j'ai beaucoup d'admiration pour cette manifestation qui, comme vous le savez, permet de soutenir de très nombreuses équipes de chercheurs qui travaillent dans le domaine du cancer et en quelque sorte pallier donc au support très insuffisant de nos gouvernements pour la recherche en général et la recherche contre le cancer en particulier. Alors je ne me suis pas rendu compte que j'avais un double défi à relever ce soir. Le premier, c'est de vous faire partager mon enthousiasme pour tous les progrès en cancérologie. Mais le second, le plus important, c'est vraiment de vous convaincre que la recherche est le plus grand espoir pour défier cette maladie terrible qu'est le cancer. Alors, si nous arrivons à endiguer l'épidémie de l'obésité, qui, comme vous le savez, caractérise pas mal de pays occidentaux et d'autres régions du monde d'ailleurs, il y a peu de doute que le cancer et les maladies neurodégénératives domineront la médecine du XXIe siècle. Comme vous le voyez ici, le cancer est un problème de santé publique très 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 important de par le monde. On estime qu'en l'an 2020, il y aura 10 millions de décès par cancer. Et vous voyez la répartition entre les pays riches et les pays en voie de développement. Donc ça va devenir un problème crucial également dans les pays en voie de développement. Alors il y a un autre phénomène intéressant à signaler, c'est que bien sûr le cancer est lié au vieillissement.
Et donc, on ne sera pas très étonné que 70% de tous les décès par cancer sont observés chez des personnes de plus de 65 ans. Et par ailleurs, vous savez aussi que le nombre de personnes de plus de 65 ans va augmenter de manière considérable dans les années à venir, et on estime qu'il va doubler entre 2000 et 2050. Alors, les cancers les plus meurtriers chez l'homme sont le cancer du poumon, du côlon et du rectum et de la prostate, et chez la femme, le cancer du poumon, le cancer du sein et également le cancer colorectal. Vous voyez aussi qu'il y a une incidence accrue qu'on n'explique pas très bien, mais qui est inquiétante, de certains types de cancers chez les individus âgés, notamment les cancers de la peau autres que les mélanomes, les tumeurs cérébrales et les lymphomes non-hodgkiniens. Alors, dans mon exposé, en fait, je vais vous parler de deux points importants. Je vais essayer de faire avec vous un rapide survol des progrès importants de la cancérologie depuis les dernières 45 années, disons, depuis un demi-siècle. Et dans la deuxième partie, j'aimerais brièvement discuter avec vous quels sont les défis que nous aurons à relever au XXIe siècle. Alors, je ne vais pas du tout parler de deux modalités du traitement du cancer qui sont pourtant incroyablement importantes. C'est la radiothérapie et la chirurgie. Là aussi, il y a eu des progrès spectaculaires au cours des 20-30 dernières années. Comme vous le savez sans doute, la chirurgie est de moins en moins mutilante. Elle joue un rôle considérable dans la guérison des cancers qui sont diagnostiqués à temps. La radiothérapie, elle aussi, fait des progrès considérables. Elle est de plus en plus précise. La technologie s'est améliorée également. Et donc, ces deux disciplines, heureusement, guérissent un grand nombre de patients cancéreux. Mais je vais me centrer aujourd'hui sur le traitement du cancer par médicament, qui est plus ma spécialité. Et qui, comme vous allez le voir, effectivement, et comme l'a dit Yvon, est en mutation considérable à l'heure actuelle. Alors, quand j'étais étudiante en médecine, j'ai donc choisi de faire la cancérologie, et très vite, j'ai eu la chance d'assister à un grand congrès de cancérologie aux États-Unis. Et ce personnage que vous voyez là, le docteur Vincent DeVita, était à ce moment-là le directeur du National Cancer Institute aux États-Unis. C'est quelqu'un de très connu dans le domaine de l'oncologie parce qu'il a développé les régimes de chimiothérapie qui guérissent beaucoup de patients avec lymphome. Et donc, cet homme était extrêmement positif. Il m'avait incroyablement enthousiasmé. On était en 1980. Il avait annoncé dans un discours inaugural de ce grand congrès que le cancer serait un problème réglé lors de la transition du XXe au XXIe siècle. Et vous savez très bien qu'il n'en est effectivement rien, et nous allons voir ensemble pourquoi ces paroles-là n'ont pas pu se concrétiser. Alors, l'histoire des traitements anticancéreux. C'est intéressant, entre parenthèses, pour ceux qui aimeraient en savoir plus, il y a un livre passionnant à lire qui s'appelle The Emperor of All Maladies, qui est vraiment un livre qui retrace de façon beaucoup plus détaillée ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Donc, c'est pas étonnant que ce sont des pathologistes qui, à travers leur microscope, ont été les premiers à nous faire comprendre ce qui distingue la cellule cancéreuse de la cellule normale. Mais, bien sûr, on n'avait aucune idée de ce qui permettait à la cellule cancéreuse de se comporter d'une manière anarchique, de proliférer, d'envahir les vaisseaux sanguins, de donner des métastases à distance. Le cancer, la cellule cancéreuse était une boîte noire à l'époque. Et donc, il n'est pas étonnant non plus que les premiers traitements systémiques du cancer qui ont vu le jour sont des traitements assez peu spécifiques, assez grossiers, les traitements de chimiothérapie, mais qui ont quand même permis de faire des progrès assez considérables. Et on estime qu'il y a 40 ans, la chance pour un patient diagnostiqué avec un cancer de survivre 10 ans était une chance sur 4. À
quoi était dû l'optimisme du docteur De Vita? Eh bien, c'était à des succès effectivement assez impressionnants de la chimiothérapie, surtout dans les affections hématologiques malignes, les leucémies, les lymphomes, et dans quelques rares tumeurs solides. Donc, vous voyez par exemple ici une tumeur très sensible à la chimiothérapie, c'est un choriocarcinome. Ça pourrait être aussi un cancer du testicule, et ces tumeurs-là, même quand elles ont donné lieu à des métastases à distance, on peut les guérir par l'administration de la chimiothérapie. Comme vous le voyez à droite, toutes les métastases pulmonaires ont disparu. Mais on allait très vite comprendre que ceci était plutôt l'exception que la règle, et dans la majorité des tumeurs solides, donc en particulier les tumeurs qui tuent beaucoup, comme le cancer du sein, le cancer du poumon, le cancer colorectal, la résistance à la chimiothérapie est en fait la règle. Donc on peut contrôler le cancer, même lorsqu'il est avancé, même lorsqu'il existe des métastases, pendant quelques mois, parfois plus longtemps, mais à un moment donné, de façon inéluctable, les cellules cancéreuses vont cesser de répondre à la chimiothérapie. Alors l'explication, c'est que, bien sûr, par des mutations, tout à fait au hasard, des cellules tumorales vont développer des mécanismes qui permettent d'échapper à l'action de la chimiothérapie. Et donc vous comprendrez aisément que les chances de guérir d'un cancer sont bien sûr infiniment plus grandes lorsque le diagnostic est fait très tôt. C'est ce que j'ai représenté avec la courbe A. Donc vous faites un diagnostic de la maladie cancéreuse lorsqu'il y a peu de cellules présentes dans le corps, et vous arrivez avec quelques cycles de chimiothérapie à éradiquer la maladie. La courbe B, c'est la courbe qui illustre ce qui se passe dans un cancer du testicule très avancé. Vous voyez avec l'axe vertical qu'on part avec une masse de cellules cancéreuses infiniment plus grande, mais en raison de la grande sensibilité de la tumeur à la chimiothérapie, à mesure de l'administration des différents cycles, on tue chaque fois une proportion, toujours la même, de cellules cancéreuses, jusqu'à éradication complète du cancer. Dans les cancers les plus fréquents, on n'observe malheureusement jamais ce scénario si la maladie n'est pas diagnostiquée très tôt. On a au contraire les courbes C et D. Donc on observe des rémissions de plus ou moins longue durée, mais qui sont toujours suivies d'une résistance au traitement et donc d'une reprise de la croissance des cellules tumorales. Alors, que s'est-il passé dans les années 70 et au début des années 80 ? Eh bien là, on a commencé à comprendre que le cancer était une maladie liée à des anomalies dans nos gènes. Et qu'en réalité, il y avait des interactions entre les gènes, et donc ce n'était pas une maladie d'un gène, mais très souvent de plusieurs gènes, donc une maladie du génome. Et vous voyez quelques grands noms qui ont contribué à ces progrès remarquables, et on a ainsi pu déboucher sur une nouvelle modalité de traitement du cancer, très intéressante, les thérapies ciblées. Et au moment où les premiers succès des thérapies ciblées ont été enregistrés, on a à nouveau assisté à cet optimisme incroyable. On a de nouveau cru qu'on allait vaincre le cancer en une dizaine d'années. Et malheureusement, ce n'est pas le cas, et nous allons voir plus tard pour quelles raisons. Donc, on a fait un progrès absolument spectaculaire dans la compréhension des mécanismes fins qui régissent le comportement de la cellule cancéreuse. Ça, c'était le niveau de nos connaissances. Lorsque je terminais mes études de médecine, on ne savait vraiment pas grand-chose sur une cellule cancéreuse. Et en une dizaine, quinzaine d'années, on a fait des progrès remarquables. Et ceci est dû au travail de chercheurs de laboratoire qui ont pris le temps d'analyser véritablement les fameux gènes qui peuvent être anormaux dans les tumeurs, de mesurer quelles répercussions ces anomalies avaient sur la cellule et comment éventuellement on pouvait antagoniser l'effet nocif de ces gènes altérés. Et voilà ce que c'est devenu, quelque chose d'absolument spectaculaire. Donc, on a pu réellement maintenant disséquer tous les acteurs importants
à la surface de la cellule cancéreuse, dans le cytoplasme, dans le noyau, et on a une idée assez développée de tous les circuits que la cellule cancéreuse peut activer pour rester en vie, pour proliférer, pour se disséminer dans l'organisme. Alors, on va se focaliser quelques minutes sur un exemple qui est extrêmement évocateur. Ce que vous voyez là, c'est une protéine de surface. Elle se trouve à la surface de la cellule. Elle traverse en fait la membrane cellulaire. C'est un récepteur de facteurs de croissance. Dans les cancers du sein, on s'est aperçu qu'une fois sur 5, au lieu que la cellule possède quelques 2 à 3 000 de ces fameux récepteurs de croissance à la surface de la cellule, on peut avoir jusqu'à 2 millions de ces récepteurs à la surface d'une cellule. Le mécanisme à la base de cette anomalie est l'amplification du gène qui code pour ce facteur de croissance, pour cette protéine. Et ces cancers du sein étaient réputés extrêmement agressifs il y a 20 ans. Très souvent, malgré l'administration de traitements assez agressifs pour empêcher la rechute, comme la chimiothérapie, ces patients faisaient des récidives dans les 3-4 ans qui suivaient l'opération. Et on a eu l'idée, à ce moment-là, de développer un anticorps dirigé contre ce récepteur de facteur de croissance. Je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, vous voyez ici schématisé en bleu le récepteur de facteur de croissance. Ce récepteur, en fait, reconnaît dans le milieu extérieur un ligand. Et lorsque ce ligand se lie au récepteur, on va assister au déclenchement d'un signal grâce à toute une cascade de réactions intracytoplasmiques qui va déboucher finalement au niveau du noyau sur un signal de prolifération cellulaire. Donc vous voyez tout de suite que si une cellule cancéreuse, en raison d'une anomalie génétique, peut s'équiper d'un nombre extrêmement élevé de ces récepteurs de facteurs de croissance, elle va être magnifiquement équipée pour proliférer à toute allure. Et c'est donc ce qu'on observe dans ces cancers du sein qu'on appelle des cancers nœuds positifs parce que la petite protéine, le petit récepteur en surface de la cellule s'appelle le récepteur nœud. Et donc, on a développé, à la fin du XXe siècle, ce fameux anticorps monoclonal capable de reconnaître ce récepteur nœud et quelque part donc de bloquer la transmission du signal de prolifération cellulaire. Ce médicament est un des plus extraordinaires que j'ai eu l'occasion de connaître dans mes 25-30 ans d'expérience clinique dans le cancer du sein, parce que c'est véritablement une molécule qui a transformé le pronostic des patientes qui ont ce type de cancer particulier. On a commencé bien sûr par administrer cet anticorps dans les cancers du sein avancés, bien sûr caractérisé par la surexpression du fameux récepteur nœud. On a eu la bonne surprise de voir qu'on pouvait prolonger la survie des patientes. L'anticorps est donné en association avec la chimiothérapie, et donc ce que vous voyez en haut à gauche, c'est la meilleure survie des patientes qui ont été randomisées dans le bras chimiothérapie plus anticorps par rapport à celles qui ont uniquement eu la chimiothérapie. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que bien sûr, lorsqu'on découvre une molécule aussi performante en maladie avancée, mais qui ne va pas guérir les patientes, on la transpose plus tôt dans l'histoire du cancer, on la donne après la chirurgie, en association avec la chimiothérapie. Et là, les études ont montré qu'on guérissait une proportion plus importante de femmes. Donc, 10% de gains de survie à 10 ans. Donc, ces femmes sont guéries, elles ne vont jamais récidiver de leur maladie. Donc ça, c'est un médicament ciblé, c'est une thérapie ciblée qui a fait naître évidemment l'espoir de la médecine personnalisée. On va revenir sur ce terme qui est utilisé par beaucoup de journalistes qui, je crois, ne comprennent pas bien ce que ça veut dire. On va y revenir. Alors, les progrès ne s'arrêtent pas là.
il y a quelques années, est venue une idée absolument extraordinaire qui était de se servir de cet anticorps pour introduire dans la cellule cancéreuse la chimiothérapie. Donc vous voyez qu'à l'anticorps sont liées des molécules de chimiothérapie. C'est une chimie extrêmement fine et compliquée parce qu'évidemment, lorsque vous administrez ce médicament dans le sang, il ne faut pas que le pont qui lie l'anticorps à la chimiothérapie soit attaqué par des enzymes. Il faut que ce lien soit extrêmement solide. Et ce qui se passe, c'est que le complexe est internalisé dans la cellule, en fait au niveau des lysosomes. Les molécules de chimiothérapie sont relarguées à l'intérieur de la cellule tumorale et vont tuer la cellule. Ce que ce traitement a d'extraordinaire par rapport aux autres traitements que nous prescrivons régulièrement en tant que cancérologue, c'est qu'il est non seulement extrêmement actif avec des rémissions de très longue durée, mais les patients vous disent que c'est la première fois qu'ils ont à nouveau une vie normale. Il n'y a pas d'effets secondaires ou très peu d'effets secondaires associés à cette thérapie innovante. Il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de perte de cheveux. Et ces patients retournent à une vie tout à fait normale. C'est absolument spectaculaire. Sachez qu'il y a beaucoup de molécules de ce type qui sont aujourd'hui en développement pour beaucoup de cancers. Et donc, c'est le principe du cheval de Troie. Donc, c'est assez extraordinaire. Donc, la cellule cancéreuse ne se méfie pas en quelque sorte. Elle va internaliser, via le récepteur lié à l'anticorps, un poison qui va la détruire. Bien, alors, intéressons-nous maintenant, nous allons un peu remonter maintenant de la protéine. On a parlé ici de récepteurs, ce sont des protéines. Nous allons remonter progressivement vers le bagage génétique de la cellule, donc l'acide désoxyribonucléique, mais il y a évidemment là un intermédiaire qui est l'ARN messager. Et l'étude de l'ARN messager en cancérologie a aussi débouché sur des progrès très intéressants. Je vais juste prendre un ou deux exemples. Et donc, juste pour vous dire que cette technologie qui nous permet d'étudier quels sont les gènes qui sont surexprimés ou sous-exprimés dans un cancer ouvre des perspectives absolument étonnantes en termes de précision diagnostique et en particulier de pronostic. Donc, c'est très important pour un cancérologue de pouvoir évaluer le pronostic d'un patient. Pourquoi? Parce que s'il évalue mal le pronostic, il court le risque de le surtraiter avec des traitements souvent très toxiques. Il court aussi parfois le risque de le sous-traiter. Pendant des années, nous avons dépendu complètement des pathologistes pour nous fournir cette information qui est cruciale dans le choix des thérapies que nous allons prescrire. Et donc le microscope a été et est encore bien sûr un moyen très très important de caractérisation des tumeurs, mais maintenant on peut aussi faire appel à ces technologies qui permettent de lire en quelque sorte l'activité des gènes dans la tumeur. Et ça a débouché dans le cancer du sein sur une découverte très très importante. Une équipe hollandaise, en effet, a identifié une signature de 70 gènes dans les cancers du sein. Et selon les gènes qui sont surexprimés ou sous-exprimés, elle a pu montrer que cette signature pouvait identifier des patientes à très faible risque de rechute, mais vraiment très faible, de l'ordre de 3-4% de risque de récidive, contrastant avec les autres patientes qui ont bien sûr des risques de récidive beaucoup plus élevés. Pourquoi est-ce important? Parce que dans le cancer du sein, nous savons que nous surtraitons beaucoup de femmes qui sont diagnostiquées précocement par la peur que nous avons que la maladie un jour se généralise. Elle n'est pas curable. Un cancer du sein avec des métastases en dehors du sein est une maladie extrêmement difficile à guérir. Donc nous avons toutes les cartes en main au début. Et c'est ça qui nous pousse souvent à prescrire des traitements agressifs et très certainement à surtraiter un grand nombre de femmes. Les conséquences de ce surtraitement, vous les connaissez, elles sont loin d'être négligeables. Les cancers du sein frappent des femmes jeunes, donc vous imaginez les répercussions pour la famille, pour les enfants, pour la profession. Il y a souvent une très grande fatigue dont on met 2-3 ans à récupérer, il y a des troubles cognitifs. Donc si nous pouvions devenir plus intelligents pour identifier les cancers gentils,
et arrêter de surtraiter ces femmes, il est clair que ça représente aussi un énorme progrès. Et donc nous avons toutes les raisons d'espérer que cette signature va permettre d'effectuer ce tri, mais il faut le prouver. Il faut le prouver scientifiquement parlant, et donc nous avons monté il y a une dizaine d'années déjà une très grande étude prospective qui est précisément destinée à apporter la preuve que quand cette signature de Septangel est favorable, il y a très peu de rechutes et aucun intérêt à prescrire la chimiothérapie. Donc c'est véritablement une étude importante pour les femmes et les résultats sont attendus pour la fin de cette année-ci. Je croise les doigts parce que je peux vous dire que monter une étude de 6600 femmes à travers toute l'Europe pour démontrer que ce facteur est un puissant facteur pronostic, c'est beaucoup de travail, donc on espère de tout cœur qu'on ne s'est pas trompé. Alors, on se déplace toujours et on va maintenant plus vers l'analyse de l'ADN des tumeurs, donc de ces gènes qui sont porteurs d'anomalies. Alors là, je fais souvent, pour les étudiants en médecine, la comparaison suivante. Je leur dis, voilà, l'oncologie dans les années 80, c'est comme si vous avez une bibliothèque dans votre maison et vous connaissez les livres qui se trouvent dans votre bibliothèque, mais absolument pas le contenu. Donc ça, c'est l'oncologie des années 80. Et un peu plus tard, avec les progrès qu'on a réalisés, on peut dire qu'on commence à être conscient des chapitres qui se trouvent dans ces livres. Et la révolution qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'on peut déchiffrer chaque mot et chaque lettre de chaque tumeur. Vous avez tout de suite compris que ça veut dire que nous allons être inondés de données et que nous allons avoir grand besoin de bioinformaticiens de très haut vol pour nous aider à digérer cette information qui, pour l'instant, évidemment, reste assez difficile à interpréter. Alors, pourquoi est-ce qu'on assiste finalement à cette évolution du livre vers le chapitre et vers les mots? Eh bien, c'est parce qu'il y a une vraie révolution technologique qui est à notre disposition. Donc, il est possible maintenant de séquencer l'ADN d'un individu ou l'ADN d'une tumeur avec un très haut degré de performance, donc énormément de détails. Et vous voyez qu'on peut aller jusqu'à un séquençage de tout le génome, de tous les exons, de tous les introns. Mais bien sûr, ça, c'est une technologie qui est plus utilisée en recherche. Ce qui nous intéresse en clinique cancérologique aujourd'hui, c'est d'être capable de séquencer 200 à 400 gènes dont on sait qu'ils ont une importance cruciale dans les cancers. Et ce test, on peut l'obtenir aujourd'hui en une semaine de temps pour un coût de 500 €. Et c'est ça la révolution. C'est le fait que cette technologie est à portée de main, elle est très rapide et elle devient assez peu coûteuse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette information? C'est ça qu'on va examiner, bien sûr, dans les diapositives qui viennent. Donc, ce que nous obtenons aujourd'hui, ce sont ces images qui représentent le paysage génomique de la tumeur d'un patient. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous avez dans ce graphique toutes les informations sur les mutations qu'on observe au niveau de certains gènes, les amplifications, les délétions du matériel d'ADN et les réarrangements entre les chromosomes. Et cette technologie est maintenant développée par des laboratoires, même des laboratoires commerciaux, aux États-Unis, où tout va beaucoup plus vite que chez nous. Dans les grands centres de cancérologie, cette technologie est appliquée déjà en routine. Et donc, elle va nous fournir des informations extrêmement pointues sur d'éventuelles anomalies qu'on appelle mutations dans les gènes de la tumeur. Et certaines de ces mutations, on va pouvoir les antagoniser avec des médicaments. Ce n'est pas le cas de toutes les aberrations qu'on va découvrir. On estime à l'heure actuelle que c'est 1 fois sur 3 en moyenne, on va trouver une anomalie qui est actionnable via un traitement.
Alors, je vous donne un exemple très concret. Donc, le mélanome était jusqu'il y a quelques années une maladie effroyable en cas de récidive, avec des moyens thérapeutiques extrêmement limités. On utilisait des chimiothérapies très toxiques et très très peu efficaces. Grâce au décryptage du bagage génétique d'un mélanome aujourd'hui, on peut repérer la mutation d'un gène qui encode une protéine qui est cruciale dans la fameuse cascade de transmission du signal de croissance qui va de la membrane vers le noyau. Donc cette protéine qui s'appelle BRAF est un de ces intermédiaires dans la cascade signalétique, cytoplasme noyau. Et quand vous avez une mutation bien particulière de ce gène BRAF, la protéine est activée en permanence. C'est une activation constitutionnelle, c'est comme si vous avez votre interrupteur qui est allumé en permanence. Et là, il y a un médicament qui est dirigé contre cette anomalie moléculaire qui a été développée et qui a transformé le pronostic des patients atteints de mélanome avancé. Donc ce médicament va effectivement pouvoir éteindre l'interrupteur et vous observez chez des patients qui se présentent souvent avec une maladie très agressive et des métastases qui poussent quasi de jour en jour, brusquement avec des fontes tumorales spectaculaires. Et donc, on a, pour la première fois en un demi-siècle, on a vu une thérapie émerger qui avait un vrai impact sur le devenir de ces patients et qui était capable de prolonger leur survie. Alors, vous allez me dire que ces courbes se rejoignent. Elles se rejoignent parce que toutes les études cliniques sont bien sûr contrôlées par, on appelle ça des Data Safety Monitoring Committee, donc des comités indépendants, qui observent au fur et à mesure que l'étude se déroule les résultats. Dans ce cas-ci, bien sûr, l'étude a été arrêtée. Il était évident que ce médicament intelligent était nettement supérieur à la chimiothérapie. Et donc, les patients qui avaient été tirés au sort dans le bras chimiothérapie ont pu recevoir le médicament, ce qui, à ce moment-là, bien sûr, atténue la différence qu'on observe dans la survie. Alors, progrès suivant. Ça, c'est quelque chose de plus récent et de très, très spectaculaire. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait peut-être attaché trop d'importance aux cellules cancéreuses elles-mêmes. Et que finalement, ces cellules, elles vivent dans un environnement et qu'on ne s'est pas suffisamment intéressé au micro-environnement de la tumeur, qui est très, très important pour sa survie. Et c'est en étudiant ce micro-environnement en particulier qu'on a pu mieux comprendre pourquoi notre système immunitaire est tellement peu efficace contre le développement des cancers et développer donc des nouveaux traitements dont vous allez voir qu'ils sont véritablement très puissants. Et on estime aujourd'hui, vous voyez le chemin qu'on a accompli, qu'aujourd'hui, une personne sur 2 atteinte d'un cancer va vivre 10 ans. Donc, certainement un progrès assez considérable. Alors, ce que vous voyez sur ce schéma, en bleu foncé à gauche, ce sont les cellules tumorales, mais vous voyez que ces cellules ont un dialogue constant avec beaucoup de cellules du micro-environnement tumoral qui vont jouer des rôles divers. Certaines cellules vont empêcher la tumeur de croître, mais beaucoup de ces cellules ont un effet toxique et vont aider, au contraire, la tumeur à se développer. Et c'est l'étude de ce micro-environnement qui est en train d'exploser à l'heure actuelle, et plus particulièrement l'étude du système immunitaire. Alors, moi, je n'y croyais plus du tout à l'immunothérapie, parce que quand j'ai commencé l'oncologie, il y avait des efforts énormes de vaccination des patients cancéreux, beaucoup d'argent qui était investi dans toutes ces vaccinations et très très peu de résultats. Et ça a été le cas pendant 30 à 35 ans. Donc moi, honnêtement, je ne croyais plus à l'immunothérapie. Je me suis trompée parce que voilà quel a été le problème. Le problème, c'est que c'est comme si vous essayez de pousser une voiture qui est en panne et vous avez oublié de lâcher le frein à main. Donc ce que la tumeur fait, c'est qu'elle exerce un frein considérable sur le système immunitaire. Donc vous avez beau stimuler le système immunitaire par des vaccinations, il est paralysé
Et donc, ce qu'il fallait comprendre, c'est qu'il fallait lâcher ce frein. Et comment est-ce qu'on a réussi? Eh bien, c'est aussi, bien sûr, par l'énorme travail des chercheurs de laboratoire, la compréhension d'un des acteurs principaux de notre système immunitaire, qui est la fameuse cellule T, le lymphocyte T. Vous voyez sur ce schéma que ce lymphocyte T est armé à droite de toute une série de petites antennes qui vont en fait qui vont être inhibées par la tumeur. Donc ces petites antennes vont reconnaître, malheureusement pour nous, des substances qui sont larguées par la tumeur, qui vont complètement inhiber le lymphocyte T. Et deux de ces petites antennes, vous en entendrez parler dans la presse, s'appellent CTLA4 et PD1, et c'est contre ces deux antennes qu'on vient de développer des médicaments ciblés, intelligents, avec lesquels on voit des réponses extraordinaires dans une énorme variété de cancers. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Vous voyez qu'il y a encore beaucoup d'autres petites antennes qu'on va pouvoir antagoniser du côté droit. Et il y a beaucoup d'antennes du côté gauche qu'on va pouvoir stimuler une fois qu'on aura levé le frein. Et ça ne sert à rien de stimuler si votre frein est en place. Et voilà, donc les fameux médicaments révolutionnaires dont on parle maintenant depuis 3 ans sont appelés anti-CTLA4, anti-PD1. Donc c'est des médicaments qui vont permettre aux lymphocytes T de faire ce qu'on attend d'eux, de reconnaître les tumeurs et si possible de les éliminer. Et alors ce qui est extrêmement fascinant, c'est de voir que ces thérapies sont en train de montrer une activité tout à fait intéressante, pas seulement dans le mélanome, qui est bien sûr réputé depuis toujours pour être une tumeur sous le contrôle du système immunitaire, mais vous voyez qu'il y a des réponses impressionnantes dans une grande variété de cancers. Il y a déjà des démonstrations de survie améliorée dans le cas du mélanome et du cancer du poumon. Le cancer du poumon, je peux vous dire, c'était le désert total au niveau des progrès en oncologie pendant 25 ans. Et c'est une de ces tumeurs où on voit se développer non seulement des thérapies ciblées extrêmement efficaces, mais l'immunothérapie basée sur ces médicaments anti-PD1 est en train d'exploser et de donner des réponses de grande qualité chez ces patients, bien plus impressionnantes que ce qu'on voit avec la chimiothérapie. Alors juste une petite remarque, c'est que les thérapies ciblées ont une action intéressante, mais qui va être limitée dans le temps, parce que la cellule cancéreuse est diaboliquement intelligente. Vous le coupez un de ces circuits, elle va activer un autre. Donc, très souvent, les thérapies ciblées ont une action limitée dans le temps, qui peut aller de quelques mois, parfois à quelques années. Par contre, le système immunitaire peut avoir une action incroyablement plus puissante et définitive sur une tumeur et peut guérir un patient avec des métastases partout. Donc ça, c'est la grosse différence. Donc les courbes, vous voyez, ont tendance à montrer ce plateau. Ça, c'est des patients qui sont sous chimiothérapie, très mauvais pronostic. Quand vous donnez une immunothérapie et que cette immunothérapie est efficace, vous avez de l'ordre de 20% de patients avec un mélanome métastatique qui vont guérir, ce qui était impensable il y a 10-15 ans. Alors, il va bien sûr nous rester énormément de travail, parce que pourquoi cette immunothérapie ne marche finalement que chez certains patients et pas chez d'autres? Et donc là, il y a une énorme recherche qui va devoir être effectuée dans les années à venir. Alors voilà, les patients, ça ne va pas durer très longtemps, vont se promener avec 2 passeports. Donc il y aura leur passeport moléculaire dans lequel on va décrire toutes les aberrations qu'on a pu détecter au niveau de l'ADN de leur tumeur. Et je crois que ça va suivre parce qu'ils auront également l'information sur l'ADN, leur ADN à eux. Mais je crois aussi qu'on va voir ce deuxième passeport se développer, qui est un passeport qui, lui, va étudier le micro-environnement de la tumeur, qui diffère très probablement d'un patient à l'autre et qui va donner l'information sur, notamment, l'état du système immunitaire. Alors, je vous avais dit qu'il y avait 2 parties à l'exposé. Donc, la première, c'était un rapide survol des énormes progrès thérapeutiques qu'on a fait en cancérologie sur une 50aine d'années. Mais je voulais maintenant vous montrer qu'on a encore de très sérieux défis à relever.
Et finalement, c'est pour ça qu'on a besoin aussi d'opérations comme le Télévis pour continuer à faire une recherche performante. Je vais vous parler de 4 défis. Il y en a probablement d'autres, mais ce sont 4 qui m'intéressent particulièrement. Le premier, c'est un gros souci. C'est le coût des traitements innovants. Il est considérable et il conduit donc à des inégalités très importantes d'accès à ces thérapies. Des inégalités qui vont être observées dans notre pays, mais qui sont déjà très flagrantes au sein de l'Union européenne. Une molécule aussi innovante que l'herceptine, qui est le fameux anticorps dont je vous ai parlé, dirigé contre le récepteur nœud, qui sauve des vies, a été enregistrée avec un retard considérable dans les pays d'Europe de l'Est. Et donc, on ne s'étonnera pas que l'Europe de l'Est, qui a moins de cancers que l'Europe de l'Ouest, a une mortalité plus grande par cancer qu'en Europe occidentale. Le deuxième défi, c'est qu'avec ces nouvelles technologies qui nous permettent de disséquer le bagage génétique des tumeurs, eh bien, on prend conscience que tous les cancers sont des maladies orphelines. Donc, par exemple, le cancer du sein, qui était tellement facile à étudier parce que fréquent, est en réalité 25 ou 30 maladies différentes. Troisième défi, dont on prend mieux conscience aujourd'hui, c'est l'hétérogénéité moléculaire des tumeurs. Il n'y a pas 2 tumeurs les mêmes, mais il y a autre chose qui est très préoccupant, c'est l'évolution de la tumeur au cours du temps, qui va accumuler des aberrations au niveau du bagage génétique et bien sûr devenir de plus en plus difficile à guérir. Et le 4e défi que je vois, il est important aussi. C'est l'énorme danger que cette médecine dite personnalisée se déshumanise complètement. Donc on va vite passer ces 4 défis en revue. Alors, le coût des traitements innovants, là j'ai une histoire que je voudrais bien pouvoir raconter aux hommes politiques, mais j'ai jamais eu l'occasion. Alors, prenons de nouveau l'exemple de ce cancer du sein, dit HER2 positif, parce que, vous vous en souviendrez, il y a cette surexpression très importante de ces récepteurs à la surface de la cellule, qui évidemment sont responsables d'une croissance anarchique. On fait le diagnostic d'un tel cancer aujourd'hui. La maladie est heureusement précoce, il n'y a pas de métastase décelable. On sait que c'est une tumeur agressive, on ne va pas attendre qu'elle rechute. Donc on va administrer préventivement de la chimiothérapie et ce fameux médicament intelligent qui est l'anticorps dirigé contre le récepteur HER2 qui s'appelle le trastuzumab. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut prescrire ce traitement aujourd'hui? Parce qu'il y a eu des études cliniques qui ont démontré le bénéfice du traitement. Alors, regardez bien l'histoire, elle est fascinante. Donc, il y a eu 5 études cliniques dites pivotales, où donc, par tirage au sort, la moitié des femmes a reçu le traitement standard qui était la chimiothérapie, et l'autre moitié la chimiothérapie avec le trastuzumab. Toutes ces études ont montré de façon très convaincante que l'addition du trastuzumab sauve des vies, que ça vaut la peine, que les taux de guérison augmentent. Toutes ces études pivotales sont des partenariats entre le monde académique et l'industrie pharmaceutique. Il n'y a pas un sou qui est mis dans ces études par un gouvernement quelconque. Et donc le design de ces études est contrôlé par l'industrie pharmaceutique qui doit tout payer et qui prend tous les risques. Alors, on a décidé de donner ce médicament trastuzumab pour 1 an. Il n'y a aucune base rationnelle pour ce choix. C'est un calcul marketing, c'est un calcul de retour sur investissement. Cette durée a été prise au hasard. Dans toutes les études, on a donné 1 an d'herceptine, sauf dans une petite étude de 230 patientes en Finlande qui n'étaient pas supportées par la firme qui produit le trastuzumab. Et là, les investigateurs avaient pu être plus créatifs et avaient décidé de donner le trastuzumab pendant 3 mois. Toutes ces études ont été positives, y compris la petite étude finlandaise. Et donc, l'Agence européenne du médicament, en 2005, approuve le médicament, mais pour 1 an, parce que la petite étude finlandaise, c'est 230 patients, c'est pas suffisant. Les autres études, c'est 14 000 patients. Et donc, c'est les autres études qui ont formé la base de ce qui est considéré comme le traitement standard. Mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle à l'époque. Je me souviens que nous sommes allés voir Rudy Demotte, nous étions 3 cancérologues, parce que nous ne voulions pas que le remboursement de ce médicament en Belgique dure 3 ans. On pensait que la molécule était importante et qu'il fallait un accès rapide.
ce que nous avons d'ailleurs obtenu, mais vous voyez un peu à quel problème les gouvernements ont été confrontés. 1 an de trastuzumab, 36 000 €, un traitement. Et donc ça explique bien sûr le retard avec lequel certains pays ont pu accorder le remboursement de ce traitement. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Un phénomène assez intéressant. Plusieurs gouvernements, la France, l'Angleterre, ont soudainement pris conscience qu'il y avait peut-être un problème et essaient de démontrer à travers de 5 études qui vont enrôler à nouveau 14 000 femmes que donner moins, c'est aussi bon qu'un an. Que donner 3 à 6 mois de trastuzumab, c'est la même chose qu'un an. Mais ça, je ne peux pas entrer dans les détails, mais démontrer la non-infériorité de 2 traitements en médecine, c'est très difficile. Et donc je ne suis même pas sûre que ces études vont aboutir. Et donc c'est une histoire qui me fait penser personnellement qu'il est grand temps que les gouvernements investissent dans ces études pivotales qui vont amener un nouveau traitement sur le marché et qui vont représenter le nouveau standard. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que par un partage de risques qu'on va voir des études idéales apparaître. Ça, c'était l'étude qu'il aurait fallu faire au départ. Il fallait tester 2 durées d'administration de ce médicament et on aurait très bien pu obtenir la réponse intéressante que 3 mois de trastuzumab, c'est aussi bien qu'un an. Et qu'est-ce que ça nous aurait permis de faire comme économie? Eh bien, une grosse économie. Vous voyez qu'en Europe, on estime qu'il y a chaque année 50 000 femmes diagnostiquées avec ce type de cancer du sein particulier. Avec une année de traitement, grosso modo, on peut évaluer le coût à 2 billions d'euros chaque année. Et si on avait démontré que 3 mois, c'est aussi bien qu'un an, eh bien, le coût aurait été de 500 millions d'euros au lieu de 2 billions d'euros par an. Donc voilà, donc ça c'est un message important peut-être pour les hommes politiques. Alors, il y a un autre message important, c'est que bien sûr, nous les oncologues, nous prescrivons des molécules très chères qui ne sont pas toujours très efficaces. Il y a un vrai business derrière ce développement de nouveaux agents anticancéreux. Et ce n'est pas parce qu'une étude est statistiquement positive que le bénéfice clinique est présent, est réel, est appréciable. Et donc, dans la Société professionnelle des oncologues médicaux, nous avons décidé il y a 2-3 ans de développer une échelle qui va quantifier le bénéfice clinique des nouveaux agents anticancéreux. Dès qu'un médicament sera approuvé par l'Agence européenne du médicament à Londres, nous allons l'évaluer grâce à cette échelle, et c'est une échelle qui privilégie les médicaments qui augmentent la survie des patients et la qualité de la vie. Et qui vont quelque part un peu défavoriser les très nombreux médicaments qui sont aujourd'hui remboursés sur base uniquement d'une prolongation du contrôle de la maladie pendant quelques semaines. Médicaments qui coûtent très cher. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui va être important dans les années qui viennent parce que je crois qu'il est tout à fait clair qu'avec toutes les molécules qui arrivent et leur coût très très important, on va se trouver dans une impasse au niveau de l'accessibilité à ces traitements. Il faudra faire des choix, en d'autres termes. Alors je vous disais que le deuxième défi, c'est l'éclatement des cancers qu'on pensait donc très fréquents, faciles à étudier, en d'innombrables maladies orphelines. Ce que je vous montre ici pour le cancer du sein, je peux vous faire le même dessin pour le cancer du poumon, pour le cancer colorectal. Ce n'est plus une maladie, mais grâce au décryptage des anomalies des gènes, on arrive à tous ces petits segments, très différents sur le plan probablement du comportement biologique, qu'on va devoir maintenant étudier avec des très grandes conséquences au niveau des modèles de recherche en cancérologie. Juste pour vous donner un exemple, je parle maintenant d'une autre maladie, un autre sous-type de cancer du sein qui nous fait le plus peur aujourd'hui. Ce sont les cancers du sein qu'on appelle triple négatifs. C'est un horrible nom, ça ne veut rien dire. Ils sont triple négatifs parce qu'on ne trouve pas de récepteur aux hormones et on ne trouve pas le fameux récepteur HER2 qu'on est content aujourd'hui de découvrir, bien sûr, puisqu'on a plusieurs médicaments actifs. Donc, c'est des cancers où il n'y a pas de cible. Il n'y a pas de cible thérapeutique. On les traite par chimiothérapie quand ils sont diagnostiqués précocement et on guérit 40% des femmes avec la chimiothérapie.
Mais quand cette maladie récidive, c'est un véritable drame. Donc, ce sont des évolutions dramatiques des patientes qui vont en moyenne vivre 13 mois, qui vont recevoir 3-4 chimiothérapies d'affilée et ne plus répondre à rien. Donc, vous comprendrez que c'est une maladie pour laquelle on est intéressé de développer des thérapies ciblées. Et on pense qu'on va y arriver parce que lorsqu'on étudie ces cancers dits triple négatifs par le séquençage des 200 à 400 gènes, on va trouver des anomalies. Et donc, on est en train de se dire qu'on pourrait très bien monter pour ces femmes un protocole qu'on appelle le protocole parapluie, où on va caractériser leur cancer, on va trouver des anomalies de certaines voies moléculaires, et pour chacune de ces voies moléculaires, on va développer des médicaments intelligents. Alors, juste pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Donc, le cancer du sein triple négatif, c'est 15% des cancers du sein. Ça va encore pour faire des études. Mais si maintenant, on va triager ces femmes selon les anomalies moléculaires qu'on trouve dans leur cancer, dans plusieurs études pour développer des agents ciblés, ça veut dire qu'on doit en screener 3000. 3000 cancers du sein triple négatif pour pouvoir faire toutes ces études en parallèle dans un même protocole qui permettent peut-être, on l'espère, de développer des molécules intelligentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en cancérologie, on va devoir travailler comme les physiciens. Vous savez, les physiciens, ils sont beaucoup plus collaboratifs que les médecins depuis très longtemps. Ils travaillent ensemble. Regardez les physiciens du CERN, c'est des équipes qui produisent. Les résultats sont toujours publiés au nom de grandes équipes et pas d'individus. Et donc, c'est ce qu'il va falloir changer en médecine et ça va être très difficile. Parce que les médecins sont malheureusement des gens qui ont parfois des égos difficiles à gérer. Mais c'est clair que sans cette collaboration, nous allons avancer à pas d'escalier. Et il est aussi très clair qu'on doit s'orienter vers des nouveaux modèles pour soutenir la recherche. Cette recherche-là qui est très difficile. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà en train de se passer aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, ils viennent de monter un protocole parapluie pour les cancers du poumon de type squameux qui sont très résistants à la chimiothérapie. Ils vont investiguer 5 voies moléculaires et ce protocole a été monté avec une énergie considérable et avec de l'argent qui vient du monde académique, de l'industrie, du gouvernement, du NCI, et c'est des protocoles dans lesquels les patients ont un rôle extrêmement actif. Ils ne sont plus du tout aussi passifs que par le passé. Donc ça, c'est une révolution intéressante qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Troisième défi, l'hétérogénéité moléculaire. Eh bien, en fait, on se rend compte que l'évolution d'une tumeur, c'est un petit peu comme l'évolution de l'espèce humaine. Ça répond aux fameuses règles que Charles Darwin avait très très bien décrites il y a très 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 longtemps. Donc dans les tumeurs, vous avez des mutations qui s'opèrent à tout moment. Et bien sûr, les cellules qui par hasard présentent les mutations qui vont leur conférer un avantage sont celles qui vont survivre. Et ce phénomène va se dérouler tout au long de l'histoire du cancer, de sorte que quand vous voyez un patient avec un cancer avancé, vous pouvez être sûr que la métastase qu'il a dans son poumon n'a pas le même paysage génomique que la métastase qu'il a dans son foie. Donc tout se complique très fort. Donc les oncologues d'aujourd'hui ne peuvent plus ignorer cette hétérogénéité. Comment est-ce qu'on peut l'appréhender? De 2 manières. D'abord, par l'imagerie. Donc, je reprends l'exemple de ce médicament trastuzumab. C'est un anticorps. Vous pouvez le lier à un isotope. Vous pouvez injecter le trastuzumab marqué chez votre patiente qui a un cancer du sein déclaré HER2 positif, métastatique, avec des lésions dans le foie. Et vous pouvez obtenir des images de ces lésions. Et qu'est-ce qu'on observe dans le cancer du sein HER2 positif avancé? Un phénomène très 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 intéressant. On voit des patientes qui portent des lésions métastatiques riches en récepteurs. Toutes les lésions métastatiques, visiblement, sont riches en récepteurs. Comment est-ce qu'on peut le voir? Vous voyez à gauche une patiente. Elle a fait un FDG PET scan, donc un PET scan courant à base de glucose, qui permet de voir où sont les lésions métastatiques, puisque le cancer est très avide d'énergie.
Donc vous observez toutes les lésions métastatiques sur ce FDG PET scan, et quelques jours après, vous faites un PET scan à l'hercétine marquée. Et vous voyez que les lésions que vous aviez repérées sont toutes visibles, ce qui veut donc dire que le récepteur HR2 est bien présent sur toutes les métastases. Ça, c'est une patiente qui a beaucoup de chance de faire une rémission de très longue durée avec un traitement dirigé contre le récepteur HR2. Mais nous trouvons également des patients qui sont dans l'autre scénario, où aucune des métastases n'est visible sur le PET scan à l'hercétine marquée. Donc cette tumeur a quelque part perdu en cours de route son récepteur. Quelque chose qu'on ignorait parce que dans le temps, on traitait les cancers du sein avancé en se basant sur le rapport anatomopathologique de la tumeur primitive. Tout ça va bien sûr compliquer notre vie, mais il y a quelque chose qui pourrait nous la simplifier considérablement, et ça c'est un domaine absolument fascinant. On sait que les tumeurs larguent dans la circulation des cellules, souvent des cellules qui ne vont plus vivre très longtemps, mais elles larguent aussi dans la circulation de l'ADN tumoral. Et grâce au progrès de la technologie, on peut détecter cet ADN tumoral et on peut le séquencer. On peut également le séquencer pour identifier les anomalies génétiques. Et donc, on est en train de nourrir l'espoir d'un tout nouveau type de suivi des patients cancéreux, où on prélèverait l'ADN tumoral circulant à intervalles réguliers, et ça nous permettrait peut-être de nous rendre compte beaucoup plus tôt qu'un traitement va cesser d'être opérationnel chez un patient, et peut-être d'introduire plus tôt aussi la nouvelle molécule qui va lui permettre d'avoir un contrôle sur sa maladie. Et la dernière chose que je voulais dire ici, c'est ma crainte par rapport à la déshumanisation de la médecine. Parce que ça, c'est ce qui se passe dans les grands centres aux États-Unis aujourd'hui. Ils investissent des millions de dollars dans des énormes plateformes qui vont collecter les données de tous les patients qui passent dans leur centre. Donc les données sur l'histoire clinique, les données sur les traitements prescrits par les oncologues, ça c'est ce qui va rentrer d'un côté sur la plateforme, et de l'autre côté, ils vont bien sûr pousser l'analyse des tumeurs de ces patients au maximum. Ils ont beaucoup d'argent. Donc ils vont disséquer l'ADN tumoral, l'ARN, tout, les protéines, et donc générer des millions de données. Nous sommes tous convaincus que dans 10-15 ans, ça va porter ses fruits. On va mieux comprendre ce qui se passe chez un patient et on va mieux traiter les patients. Il n'y a rien à faire. Ces computers-là seront meilleurs que notre petit cerveau. Donc, on va véritablement évoluer vers une médecine dite personnalisée. Mais ma crainte, c'est que le médecin va se cacher derrière son ordinateur. Donc, vous imaginez la somme de données qu'il devra maîtriser pour soigner un patient, comprendre. Et ma crainte, c'est que l'être humain dans tout ça va passer au second plan. Et donc, on pourrait très bien voir se développer dans les années qui viennent, à côté de cette médecine très scientifique et très poussée, beaucoup de médecine parallèle, parfois efficace. Ça peut jouer un rôle important, le soutien psychologique des patients. L'écoute des patients fait énormément de bien, et ce temps d'écoute, j'ai déjà vu se rétrécir durant ma carrière. Je peux vous dire qu'il est très sérieusement menacé aujourd'hui. Et ça, c'est un danger que je vois auquel il faudra bien sûr pallier. Et donc voilà, en résumé, vous avez les 4 défis et les potentielles solutions. Pour le coût des traitements innovants, plus d'implication des gouvernements. Pour l'éclatement des cancers en petites maladies rares, il faudra aller vers des nouveaux modèles de recherche. Pour l'hétérogénéité moléculaire, on devra pousser l'imagerie. Il y a des révolutions en imagerie qui sont spectaculaires aussi, que je n'ai pas eu le temps de vous décrire aujourd'hui. L'ADN tumoral circulant excite tous les oncologues. C'est quelque chose qui va se développer très vite, qui pourrait d'ailleurs aussi permettre de diagnostiquer des cancers infracliniques un jour, de rendre le dépistage nettement plus performant. Et finalement, il faudra qu'on investisse beaucoup dans la communication et l'écoute par rapport à nos patients. Voilà, donc j'espère que vous avez compris qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans les années à venir, que bien sûr la recherche, c'est le seul espoir pour un jour vaincre cette maladie redoutable. Et donc voilà, c'est important de supporter le télévision. Merci. Merci beaucoup.
pense qu'on voit les enjeux et surtout la taille des enjeux qui vont être de plus en plus difficiles pour nous. Et première façon de se mettre ensemble, c'est de remplir le trou là, qui a été fait un petit peu plus loin sur le campus pour nous réunir autour d'une nouvelle organisation de nos efforts de recherche au sein de l'ULB, mais bien entendu, tu l'as bien montré, ce n'est pas Bordeaux et Erasme et la faculté de médecine, ce n'est pas Bruxelles, ce n'est pas la Belgique. On doit aller à l'échelle très très largement internationale pour pouvoir mobiliser à la fois les outils de la connaissance et les moyens financiers qui vont avec. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut interpeller Martine ou lui poser quelques questions dans ce paysage quand même très stimulant avant de vous rendre tous au soleil couchant et à la température douce de ce début de printemps. Oui. N'y a-t-il pas un autre défi supplémentaire au défi que vous avez apporté, qui est le défi de la rétention d'informations? Par exemple, Millennium est au départ de l'identification d'une autre forme de maladie, cancer du sein, les BRCA positifs. Il garde secret l'ensemble des mutations et l'ensemble des phénotypes associés à ces mutations. Est-ce que justement ce big data que vous mettez en avant ne va pas être trop restreint dans sa dispersion de la connaissance à travers le monde? Je pense que vous mettez le doigt sur vous avez raison, sur un autre problème qui, moi, me désespère, et je n'ai jamais compris pourquoi les organisations de patients n'ont pas décidé de prendre ce problème à bras le corps. Donc, il faut bien vous dire que quand vous menez une étude clinique sur plusieurs milliers de patients en cancérologie et qu'elle est dans les mains de l'industrie pharmaceutique, tous les spécimens collectés pendant l'étude sont la propriété de l'industrie. Qu'est-ce qui se passe avec l'immunothérapie qui explose pour le moment? Il y a plusieurs compagnies pharmaceutiques qui ont des anti-PD1. D'accord? Elles ont chacune fait leurs études. Ces études, c'est magnifique, concorde, il y a beaucoup de consistance dans les résultats. Mais il n'y a rien qui avance sur le plan de la compréhension de qui bénéficie et qui ne bénéficie pas. Et c'est très facile à comprendre parce que cette recherche qu'on appelle translationnelle, qui consiste à retourner vers le laboratoire, est tout à fait fragmentaire. Il n'y a absolument pas de réelle collaboration, ou en tout cas, s'il y a une collaboration, elle prendra beaucoup de temps, parce que chaque compagnie voudra bien sûr, quelque part, solidifier son médicament, et voilà. Et donc, ça, c'est un réel problème qui me préoccupe beaucoup et qui explique qu'en cancérologie, on a finalement très peu de moyens d'individualiser les traitements. On a peu de biomarqueurs, on appelle ça des biomarqueurs. Il y a des milliers de publications sur des biomarqueurs potentiels, donc vous pouvez faire votre CV avec ça, mais il y en a extrêmement peu qui ont été validés. Et tout ça est lié à cette fragmentation des efforts de recherche translationnelle. Alors, le fameux computer dont je vous parlais du MD Anderson va pas tellement se focaliser sur les patients dans les essais cliniques. Donc, quelque part, il y a peut-être là un espoir de bypasser ce problème qui est lié à la propriété intellectuelle et tout ça. Leur idée, c'est, comme il y a 90% de nos patients qui n'entrent pas dans les études cliniques, c'est d'apprendre beaucoup de choses sur ces patients-là en emmagasinant toutes les données possibles et imaginables qu'on peut collecter sur les patients. Leurs antécédents, leur histoire personnelle, sur quoi se base la décision du traitement, mais aussi après tous ces tests pour lesquels ils ont le financement. Donc au MD Anderson, par exemple, vous avez une tumeur avancée, on va vous screener tout votre matériel génétique, on va également étudier les protéines qui sont activées dans la tumeur, et c'est ces données-là qu'ils vont emmagasiner, et ils espèrent que le computer, bien sûr, va dégager des
des aides pour mieux choisir les traitements des patients cancéreux du futur. Et je pense que ça va arriver, effectivement. C'est seulement dommage que, je vous dis, on n'adopte pas le modèle des physiciens, qui est qu'on travaille tous ensemble, ces données sont partagées, et je crois que si les patients étaient au courant de ça, ils sont les seuls à pouvoir changer ce phénomène. Ils sont vraiment les seuls. Je vais apporter favoriser les hommes politiques à prendre des décisions correctes par rapport au comportement de certains industriels. Oui. Juste une petite digression. Est-ce que vous avez fort. Juste une petite digression par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce que vous n'avez jamais pensé à informer ces associations de patients? À titre personnel? Mais si, vous savez que j'ai déjà fait ce genre d'exposé à plusieurs endroits, mais je n'ai pas vu changer quoi que ce soit depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que c'est un message que je passe très très souvent dans plusieurs exposés. Nous nous battons pour que les grandes études qui vont véritablement amener des nouvelles thérapies soient contrôlées par le monde académique, en partenariat avec l'industrie. On a besoin de l'industrie, on doit travailler avec l'industrie, mais nous nous battons pour que la base de données se trouve dans le monde académique et les échantillons de nos patients sont contrôlés par nous. Et parfois ça marche, et parfois ça ne marche pas. Et c'est ça qui est dommage, c'est que c'est un phénomène qui n'est pas généralisé, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est la règle, c'est presque l'exception. Est-ce qu'au niveau des études cliniques, et donc de la conception des études cliniques, qui sont effectivement, comme vous l'avez souligné, sponsorisées totalement par l'industrie pharmaceutique, donc, comme vous l'avez aussi souligné, peuvent mettre en évidence aussi, ou en tout cas être dépendants des arrière-pensées commerciales donc de ces industries, bien entendu. Mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi un frein au niveau éthique dans la conception, par exemple? Apparemment, beaucoup de molécules sont testées en addition du traitement prévalent, par exemple les inhibiteurs ou les anticorps anti-récepteurs EGF, HER2, en combinaison avec une chimiothérapie classique. Mais est-ce que, par exemple, dans ce cas-là, et j'imagine que la raison peut être effectivement pour ne pas priver les patients d'une part du traitement existant, de toute façon, qu'il l'est de toute façon, mais est-ce que le traitement de chimiothérapie ne peut pas, par exemple, masquer disons, cacher, partiellement la réponse donc, à la molécule qu'on veut tester? C'est une super bonne question et la réponse est oui. C'est que le design des études cliniques est désolant de par son conservatisme. Donc on ajoute toujours les nouvelles molécules au traitement existant. Donc vous assistez à une explosion des coûts, bien sûr. Dans le cancer du sein nœud positif, on a plusieurs molécules dirigées contre le récepteur HER2 et on est convaincu que si on combinait intelligemment 2 à 3 de ces molécules, on pourrait ne plus donner de chimiothérapie. Mais designer cette étude-là est extrêmement difficile. D'abord, ce n'est pas dans l'intérêt de l'industrie, donc l'argent ne va pas nécessairement venir de chez eux, ou en tout cas pas en quantité suffisante. Il faut le trouver ailleurs. Mais vous avez raison, on a là une opportunité extraordinaire qu'on n'arrive pas à saisir. On appelle ça la déescalade thérapeutique. Elle est extrêmement compliquée en cancérologie. C'est tellement plus facile de juste ajouter. Et voilà, et encore une fois, je ne sais pas comment on va arriver à designer des études qui répondent plus aux vrais besoins des patients. Parce que les vrais besoins des patients, ce n'est pas de continuer à avoir la chimiothérapie pendant 50 ans. Hein. On en aura encore besoin, malheureusement, dans beaucoup de cas. Mais si nous ne sommes pas capables, avec toutes les technologies que j'ai décrites, d'identifier les patients qu'on peut maintenant guérir avec ces thérapies ciblées, associées ou non maintenant à ces molécules d'immunothérapie extraordinaires, eh bien c'est dommage. Et c'est là que la recherche doit absolument avoir du support. La recherche fondamentale, mais aussi la recherche
qui est basé sur des concepts innovants qui vont déboucher sur des progrès tout à fait extraordinaires pour les patients. Parce que ne pas devoir avoir de chimiothérapie, je peux vous dire, ça fait une énorme différence. Donc c'était une très très bonne question. Voilà des bonnes questions qu'on ne va peut-être pas tout résoudre ce soir. Donc je voulais d'abord remercier Martine, vous remercier d'être là et de soutenir le Télévis parce que c'est une de nos sources indépendantes pour la recherche non sponsorisée et on a compris que c'est évidemment un des enjeux, même si probablement c'est dans des mécanismes peut-être aussi innovants au niveau des aspects juridiques et des aspects de gestion de la propriété intellectuelle que devraient pouvoir émerger des mécanismes qui favorisent la recherche que l'on voudrait voir sponsorisée, alors qu'aujourd'hui, elle l'handicape. Et on refera peut-être avec des spécialistes de la propriété intellectuelle un autre type de réflexion, parce qu'il y a peut-être aussi des mécanismes, comme dans le cancer, qui devraient être travaillés au niveau du financement. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Tribune. Tribune de l'ULB. Un point de vue. Un débat.